Gérard Lebovici a été assassiné le lundi 5 mars 1984, à l'âge de 52 ans, au niveau 1 du parking Foch à Paris. Il a été tué de 4 balles de 22 long rifle tirées à la base du crâne. À ce jour, ce crime n'a pas reçu d'explication. Un générique éblouissant, éclatant. Au sein de son agence Armédia, la plus importante du cinéma français, Gérard Lebovici s'occupait de comédiens comme Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, de scénaristes comme Pascal Jardin, Michel Audiard, Francis Weber, et de réalisateurs comme Claude Sauté, Alain Resnais, François Truffaut. Mais, dès les années 70, c'est au métier d'éditeur que Gérard Lebovici a consacré une part importante de son temps, au sein de sa maison d'édition qu'il avait appelée Champ Libre. À propos de Lebovici, Truffaut disait « Il ne peut pas gagner d'argent avec ses livres, il n'édite que des textes extrêmes ». D'emblée, les éditions Champ Libre ont en effet occupé une place à part, tant par leurs choix éditoriaux que par la qualité de leurs livres. Producteur rive droite de Deneuve et de Belmondo, éditeur rive gauche de Saint-Just, Marx, Messrine et Debord, quel sens peut-on donner à une existence ainsi écartelée entre les succès les plus populaires et la contestation la plus radicale de la société ? « 1984. La gauche est au pouvoir en France depuis 3 ans. 16 ans après mai 68, s'éteignent les dernières illusions engendrées par un moment révolutionnaire. 1984, Lebovici est assassiné. 1984, c'est aussi le titre d'un livre de George Orwell, cet auteur également édité chez Champ Libre. Le ministère de la Vérité frappait par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à 300 mètres de hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Gérard Lebovici est né en 1932 à Paris. Son père, James Lebovici, un juif émigré de Roumanie, dirige une affaire d'import-export de matières premières. Pendant l'occupation, la famille se réfugie dans le sud-ouest. La mère de Lebovici est arrêtée, déportée et sera gazée à Auschwitz. De ce drame, il ne parlait jamais, sauf à laisser tomber parfois cette phrase dérisoire « Ils ne mourront pas vivants ». De là venait sans doute aussi son obsession de se trouver toujours dans un lieu à 2 issues et son goût du secret, comme une métaphore de la clandestinité. Après la guerre, James Lebovici meurt de chagrin et son fils Gérard reprend l'affaire familiale. Parallèlement, il consacre beaucoup de temps à sa passion pour le théâtre, d'abord au cours Simon, ensuite en jouant de petits rôles sous le pseudonyme de Gérard Duroc. Ça a été un élève fervent, passionné de théâtre, et nous étions passionnés par lui aussi, René Simon tout le premier. Il y avait du caractère, il y avait une personnalité, beaucoup d'orgueil en même temps chez lui, beaucoup d'ambition, il voulait réussir naturellement. Beaucoup de qualités d'art dramatique, beaucoup de qualités d'acteur, puisqu'il avait cette personnalité et ce caractère qui sont les qualités essentielles pour devenir un bon comédien. Donc, il abordait déjà des rôles importants. Il pouvait jouer des rôles de shakespeariens, naturellement. Il était plutôt
tragédien, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'en évoluant dans sa carrière, s'il avait poussé, il n'aurait pas été vers des rôles d'humour à froid. On ne sait jamais ce qu'on va devenir, vous comprenez exactement. La vie va passer et on change. Mais au départ, un premier rôle, oui. Un premier rôle puissant, réfléchi, une personnalité. Il a été au cours en formation, il a été reçu au conservatoire ensuite de Paris, et il a été admis dans la classe de René Simon, qui avait une chaire au conservatoire. Il est venu dire un jour à René Simon, je crois à la fin de sa première année ou quelque chose comme ça, « Écoutez, maître, moi, je veux être le premier dans ce que je vais réussir dans la vie. Je sens qu'au théâtre, je ne serai pas le premier, je ne veux pas être un second, donc j'arrête. » Il est entré au conservatoire. Il était entré dans Auguste, c'est pour vous montrer l'emploi dans Auguste de Cinna. Et il est entré du premier coup. Puis au bout de 6 mois, un jour, il me dit j'abandonne parce que il supportait pas qu'on le juge tout le temps, quoi. Et puis je crois qu'il fallait beaucoup qu'il s'occupe de l'affaire de son père, qui était une affaire, je sais pas, de poêle pour faire des brosses, des pinceaux et tout. Et il travaillait avec les usines, des petites usines autour de Beauvais. Et c'était là-bas que ça se passait. Donc et c'est là où il avait le don c'était un artiste, mais qui avait en plus le don du commerce, quoi. Donc son affaire s'est mise à très très bien marcher. Et un jour, moi ça avait été terrible quand il avait abandonné, parce que je connaissais vraiment personne dans le métier. Donc Gérard, c'était mon copain, on était plus forts à deux. Mais on était quand même restés très très proches après. Et un jour, il y a Claude Berry qui jouait une pièce de billets doux qui s'appelait Chin Chin. Il me dit viens me voir, j'aimerais bien que tu viennes. Et je dis à Gérard tiens, tu viendrais avec moi, on va voir Claude Berry. Donc Gérard vient avec moi. On s'était connus au cours Simon, hein, Claude Berry, Cassel, Bozuffi, Michel Méritz, Roger Dumas, tout ça, c'était des gens qui s'étaient connus au cours Simon. On a dû les prendre un peu à la coupole, puis on a discuté. Et à un moment donné, on parle des agents, parce que les agents, ça a toujours été la bête noire. Tu vois, mais les agents, tu comprends, ils s'en foutent. Et c'est Claude qui a eu l'idée. Il dit, toi, Gérard, toi qui es beau en affaires, tout ça, tu voudrais pas, et qui connaît bien les comédiens, tu voudrais pas de... Genre, oui, enfin, il pensait pas vraiment. Et Michel Méritz, qui était avec nous, dit, tu sais, moi je travaille en ce moment, elle était comédienne, hein, et elle dit à Gérard, tu sais, moi je travaille chez chez un producteur, qui était un petit producteur, qui me demande d'essayer de trouver des jeunes scénaristes, tout ça. Et ces jeunes scénaristes, c'était Godard, c'était Truffaut, c'était Demy, elle était au cœur de gens inconnus. À 3h du matin, l'agence Armédia était née. Michel apporterait dans la corbeille Philippe de Broca et Jean-Pierre Cassel. Gérard, son sens des affaires, moi je serais leur client. Un petit client, mais tout de même. Assez vite, l'agence devint la plus importante en France. Gérard racheta Simura, qui représentait beaucoup de grands noms tels que Jean Marais. Il fut l'agent de Jeanne Moreau, Belmondo, Truffaut. Et alors ils ont apporté un élan fantastique parce que c'était une agence faite par des artistes et par des jeunes artistes. Les gens se sont groupés autour d'eux parce que il y avait un élan de jeunesse formidable, et puis parce que Gérard et Michel étaient formidables. Et puis il disait non, ça ne m'intéresse pas d'être un petit agent, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans 3 ans on sera ça, dans 5 ans on sera ça, dans 7 ans on sera les premiers. Sinon je ne veux pas. Il faut dire qu'avoir cette vision des jeunes agents, on avait, je sais pas, 12 comédiens à l'époque. On n'avait rien. Et c'était quand même tout à fait exceptionnel d'avoir décidé tout de suite que nous serions les agents les plus importants. Bon, il l'a prouvé très rapidement. C'est lui qui a développé l'agent qui prend tout en charge. Tous les comédiens d'Armédia, d'un niveau minimum, ne font pas leur déclaration d'impôt, ne payent pas leur loyer, tout ça. Il a fait tout service. Donc à chaque fois, il a innové.
il a commencé avec les acteurs, étant acteur lui-même, donc comme agent artistique, et ensuite, de par son talent d'écoute, les auteurs sont venus le voir, les réalisateurs sont venus le voir, les décorateurs, les musiciens, ce qui fait qu'en très peu d'années, il réussissait à prendre un package d'un film qu'il pouvait placer. Il devenait carrément producteur, puisqu'il avait toute la ligne créatrice. C'est unique. Je tiens plus moi en dessous là. Attends. Quoi? Oui. Il a très vite compris ce qu'était le cinéma, comment ça fonctionnait, enfin sur le plan économique et tout ça. Et rapidement, le fait d'être agent, ça n'a pas suffi quoi pour lui. Il a fait une petite société, et c'était surtout pour aider les films difficiles. Mais ça, c'était avec l'argent de l'agence. Hein. Si demain, si ce soir, une femme aussi belle que Maude, merci, et riche de tempérament, te proposait, enfin te faisait sentir... Arrête, tu n'es pas drôle. Mais laisse-moi finir. Si Maude... Il est complètement sourd. C'est le chanteur, vous ne croyez pas? Répondez quand même. Disons autrefois, oui. Maintenant, non. Pourquoi? Je te l'ai dit, je me suis converti. Oh. La conversion, ça existe. Voir Pascal. Je suis peut-être indiscret, mais je me flatte d'avoir pas mal d'intuition. Cette conversion me paraît très louche. Je trouvais qu'il avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie. Comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose, à quelqu'un. Il serait amoureux, ça m'étonnerait pas. Première nouvelle. Les autres producteurs lui ont fait un procès, quoi, parce que logiquement, quand on était agent, on n'avait pas le droit de faire de la production. Ce procès, il l'a perdu, et on lui a dit, bon, ou vous continuez à être agent, ou vous devenez producteur. Il a dit, bon, moi je deviens producteur, et je laisse l'agence à ceux qui étaient là. Et il a fondé 3A, et je sais pas, en 3 ans, c'était comme le Chanceur Média, ça s'est mis à fonctionner formidablement. Enfin, c'était... Après avoir cédé Art Média à Jean-Louis Livy en 1981, Lebovici devient lui-même producteur et distributeur. Il alterne ainsi d'énormes succès et des films plus difficiles comme ceux d'Éric Rohmer, de Jean Eustache, de François Truffaut, d'André Téchiné ou d'Alain Resnais. Trois-A, c'était auteur-artiste associé, quand même. C'est-à-dire, il essayait que les choses se fassent, mais c'était pas d'une brutalité en disant un tel vaut tant, je veux tant. Non. L'important, quand il croyait à des choses, c'était qu'elles puissent se faire. Et à partir de là, il y avait des aménagements avec les comédiens, et les gens marchaient, enfin, à tout coup, quoi. Le regard qu'elle a sur Christine. Oui, elle l'a sur toi quand tu lui dis qui c'est. Oui. Et sur Christine après quand elle le menace. Oui. On va peut-être le faire la même chose. Plus près. Merci d'être là. Merci, Jeanne, d'être avec nous. Aujourd'hui, ça et là, ils essayent d'imiter le génie de Gérard, mais tout le monde est bien loin de tout ça, quoi. On est un peu retombé dans un marché qui est beaucoup moins créatif, où il y a des priorités à la crétinisation, et là, il n'aurait pas marché dans la combine. Faire de la dope, c'était pas son genre. Aujourd'hui, ils courent tous après la dope, parce que derrière la dope, il y a de la thune. Donc, il y a des mécanismes nouveaux par rapport aux lois du marché qui font que il y a certains auteurs qui ne peuvent plus réaliser. Il y a des fermetures. Gérard, il y avait une générosité, il y avait...
fallait surprendre le public. C'est extraordinaire comment il a maintenu Resnais contre la désaffection du public. Il a toujours soutenu Resnais dans toutes ses entreprises les plus innovantes. Mon oncle d'Amérique, c'était pas gagné, hein, loin de là. Gérard Lebovici devient un incontournable du cinéma français, rachetant au passage l'hebdomadaire professionnel, le Film français. Il a 37 ans lorsque la France se met en révolution. Et il y a eu 68. Alors là, ça a été cette grande transformation de Gérard. Parce qu'à l'époque, j'ai pas l'impression que c'était des choses qui le troublaient, mais les mouvements de 68, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un qui se cultivait, tout ça, et c'était pas vrai. Il lisait énormément, il collectionnait les livres anciens, tout ça, et je l'ai vu chez lui, lire des pages de Peggy et tout ça, c'est à ses enfants, quoi. Il adorait Bossuet. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête se récolte les jours de fête. L'onde de choc de mai 68 a profondément remué les consciences pendant plus de 15 ans. Quelques-uns de ceux qui s'étaient brûlés les doigts au feu de la révolte se sont soignés en occupant des emplois confortables, dans ce qu'il est convenu d'appeler la communication. D'autres se sont pris de passion, malgré le recul des années, pour ce moment authentiquement révolutionnaire. Quand ils se sont rendus compte que dans une société soi-disant nouvelle, mais qui n'était qu'un avatar encore plus cynique du vieux monde, toutes les places étaient prises, ou plutôt que de ces places ils ne voulaient pas, ils ont continué à dénoncer l'illusion du bonheur, comme le bonheur de l'illusion, mais sans cesser de s'amuser. Ceux-là, plus amèrement que d'autres, ont pu pleurer la mort de Lebovici comme, 10 années plus tard, celle de Guy Debord. C'est dans le courant de l'année 1971 que Gérard Lebovici rencontre Guy Debord, qui deviendra son ami. De ce moment et jusqu'en 1992, Champ Libre, qui devient en 1984 les éditions Gérard Lebovici, publiera les livres de Guy Debord. Un jour, ces deux géants devaient se rencontrer, donc ça a été, je crois, une amitié immédiate, parce que l'un comme l'autre sont des hommes qui donnaient une confiance immédiate. C'est pas des gens de fermeture, c'est deux personnes d'ouverture, donc ils pouvaient que se rencontrer. Donc Gérard avait vu les premiers films de Guy, il avait trouvé ça formidable, il avait trouvé très important, et pour cause, le livre La Société du spectacle. C'est un petit peu là-dessus qu'a commencé leur amitié, qui était chez Buchet-Chastel, qui ne voulait plus le rééditer, et il y a eu un procès que Gérard a gagné, et la Société du spectacle a pu paraître chez Champ Libre. Et du livre, c'est passé au film. Et le film, l'avance sur recette avait été refusée, aucune chaîne de télévision ne voulait y aller. Donc, c'est Gérard qui a été, quoi. Donc, il a produit le film. Et ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait des problèmes d'exploitation. Donc, pour aller jusqu'au bout du processus, il fallait acheter une salle. Donc, non seulement il produit, il distribue, il s'est découvert exploitant. Il a acheté le Cujas. Et les films de Guy Debord passaient au Cujas.
Il est aussi faux d'alléguer que Gérard m'avait offert une salle de cinéma au quartier latin. C'était vraiment un cadeau, mais d'une autre sorte. C'est un peu comme s'il avait acheté un restaurant, simplement pour que je puisse y manger une cuisine convenable, quand il m'arrive de passer quelques jours dans l'infect Paris d'aujourd'hui. C'est sûr que ça a été un moment dans l'édition assez mouvementé, parce que c'était le seul éditeur qui ne faisait pas de service de presse. Donc déjà, quand on démarre pour communiquer, on supprime les services de presse parce qu'on dit que les critiques sont des crétins. Donc c'est déjà un choix radical. Que si vous aimez les livres, ben, vous allez les voir dans les bonnes librairies, jusqu'au moment où il a monté sa librairie lui-même, les éditions Champs Libres, derrière Saint-Sulpice. Donc c'était un choix délibéré de retrouver des textes importants qui avaient disparu et d'aider des auteurs contemporains qui écrivaient, on peut dire entre guillemets, à contre-courant. Il ne pouvait être publié, on savait qu'il était publié que chez lui. Extrait du catalogue des éditions Champs Libres. Victor Alba, Histoire du POUM, le marxisme en Espagne, 1919-1939. Michel Bakounine, œuvre complète. Jules Selma, Journal d'un éducastreur. Anarchassis Klotz, écrit révolutionnaire. Guy Debord, La Société du spectacle. Balthazar Gracian, L'homme de cour. Georges Grodek, Conférence psychanalytique. Hegel, écrit politique. Henry James, Daisy Miller. Omar Khayyam, Les Quatrains. Simon Leys, Les habits neufs du président Mao. Casimir Malevitch écrit. En 1978, Champs Libres radicalise sa différence en éditant le premier volume de sa correspondance, où de nombreuses lettres d'injures évoquent le grand style des situationnistes. Champs Libres à Pierrette Chalandard le 14 septembre 1976. Madame, nous avons bien reçu votre lettre du 16 juillet nous proposant de publier un livre des poésies de Monsieur le Président de la République angolaise. Nous ne pouvons donner suite à votre proposition, notre maison d'édition ne publiant pas d'œuvres d'hommes d'État. Champs Libres à Gérard Broutin, secrétaire du prix des créateurs, le 18 novembre 1977. Selon des bruits qui nous reviennent, nous apprenons que vous vous proposeriez d'attribuer le prix des créateurs à l'ouvrage écrit d'Éric Satie, Stop. Nous vous faisons savoir que nous rejetons absolument le principe de tout prix littéraire et le vôtre est particulièrement ridicule, Stop. Abstenez-vous. Champs Libres à François Cavana le 30 novembre 1977. Nous croyions vous avoir fait parvenir jusqu'ici, comme à tous les autres journaux, un service de presse de toutes nos publications. Stop. Puisque vous faites savoir maintenant que vous n'en receviez qu'une partie, nous allons réparer cette erreur. Stop. Désormais, vous n'en recevrez plus aucune. À cette époque-là, chez Armédia, il y avait, on va dire 60% du cinéma français qui était soit directement, soit indirectement lié à cette agence. Donc sa présence était indispensable, c'était 24 heures sur 24. Gérard ceci, Gérard cela, Gérard ceci, c'est Montand, c'est Deneuve, c'est Belmondo, c'est machin, c'est truc, c'est... Et quand il allait voir Guy Debord, c'était la rupture totale. C'est-à-dire, interdiction de l'appeler, interdiction de le joindre, il n'y a plus de communication. Donc Armédia travaillait sans Dieu. Dieu était parti. Et quand on disait à Armédia, mais où est passé les Bovici, on dit, oh, il est parti voir le Sphinx. Debord, c'était le Sphinx. C'était... Et là, il n'y a rien à faire. Donc les trucs s'empilaient, les urgences s'empilaient. Tout le monde s'arrachait les cheveux, devenait rouge, vert, bleu, jaune. C'était comme ça. Par amitié pour Guy, il coupait avec le reste du monde. La pensée de l'organisation sociale de l'apparence est elle-même obscurcie par la sous-communication généralisée qu'elle défend.
Les spécialistes du pouvoir du spectacle, pouvoir absolu à l'intérieur de son système du langage ponce, sont corrompus absolument par leur expérience du mépris et de la réussite du mépris, car ils retrouvent leur mépris confirmé par la connaissance de l'homme méprisable qu'est réellement le spectateur. À ce mouvement essentiel du spectacle, qui consiste à reprendre en lui tout ce qui existait dans l'activité humaine à l'état fluide, pour le posséder à l'état coagulé, en tant que choses, qui sont devenues la valeur exclusive par leur formulation en négatif de la valeur vécue, nous reconnaissons notre vieil ennemi, qui sait si bien paraître au premier coup d'œil quelque chose de trivial et se comprenant de soi-même, alors qu'elle est au contraire si complexe et si pleine de subtilité métaphysique, la marchandise. Agent artistique, producteur, distributeur, éditeur pour l'un, théoricien révolutionnaire, écrivain, cinéaste pour l'autre, Gérard Lebovici et Guy Debord auront eu au moins ceci en commun, et cela est sans doute une partie de leur gloire, d'avoir été tous deux et de bien des manières inqualifiables. Mais par-delà leur amitié et leurs différences, et la fascination empreinte de mystère qu'ils exerçaient l'un sur l'autre, ces deux-là étaient des seigneurs. Debord s'est expliqué longuement et irréfutablement sur les stupidités plus ou moins malveillantes colportées dans les poubelles gauchistes au sujet de ses relations avec Champ-Libre. Il m'influence, sans aucun doute possible, et je m'honore de cela. Mais de là à me réduire à une seule réalité de marchand capricieux qui ne serait qu'une signature, voilà un bond audacieux dans le fantasme qui en arrangerait plus d'un et qui en désespérera beaucoup. Lebovici, dit-on, écrit comme Debord. Et d'autres iront plus loin en déduisant que c'est moi qui écrivais et que l'autre, homme sous influence s'il en fut jamais, n'avait qu'à signer sans discuter. On sait bien, mais on cache au lecteur que des centaines d'individus ont écrit comme moi, en reprenant le style, le ton que j'avais employé. Et partout, ils étaient plus souvent des esprits libertaires que des conformistes ou des valets du tyran. Si certains ont tant goûté mon style, c'est à cause des exemples de ma vie. On cite souvent en s'étonnant Gérard Lebovici parce qu'il l'a fait ouvertement et beaucoup d'autres plus secrètement. D'après les définitions qui auraient bien convenu à certains, l'éditeur n'aurait pas dû savoir écrire. Ni lire d'ailleurs. La tanore est éteinte. Les alambics sont couverts de poussière. Que ferais-tu pour qu'elle renaisse? La tanore est éteinte. Les alambics sont couverts de poussière. Sur la trame de la longue journée, j'emploie d'autres instruments. Je n'ose demander lesquels. Je veux parler de celui qu'employa la divinité pour créer le ciel et la terre et que nous cache le péché originel. Je veux parler de la parole enseignée dans la Kabbale. Le livre est-il le rêve de tout juif ?
ce rapport à l'écrit est peut-être une façon d'aborder la judéité de Lebovici, dont la mère, arrêtée et déportée, a disparu à Auschwitz. Je me demande s'il est possible de faire le deuil dans certaines situations où le mort n'est pas mort, mais est un disparu. Donc évidemment, quand je dis ça, je pense... Bon, j'avais travaillé sur Pérec, mais il y a bien sûr d'autres figures qui ont vécu des situations où il s'agissait davantage de la disparition que du mort. Un disparu n'est pas un mort. C'est-à-dire que la disparition, ça reste énigmatique. C'est-à-dire, où est l'autre, quoi, hein, c'est-à-dire, où est l'autre et que me veut-il s'il n'est pas mort? Il doit bien errer quelque part. Donc il y a toute la question des fantômes, des golems, enfin des revenants, tout ce qu'on peut imaginer comme production nécessaire de figures mythiques aussi, ou fantasmatiques, ou fantastiques, voire. Hein. Enfin, c'est pas simplement de la disparition, parce que c'est quand même un certain type de disparition, cette histoire de Shoah. Hein. C'est-à-dire comment on peut imaginer, à un moment donné, que l'homme devienne son propre outil de destruction. Bon, ce qui est important, c'est que pour qu'une vie psychique soit à peu près tenable, il faut qu'on puisse se reconnaître dans son semblable. Il faut qu'on puisse s'identifier à ce qui fait l'humain de l'homme. Bon. Là, il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est que le paradigme, si je puis dire, de l'extermination ou du génocide, c'est que plus rien du semblable, c'est-à-dire je ne peux plus me reconnaître dans ce semblable, qui est le vecteur même du traumatisme. Donc, c'est ça qui devient extrêmement compliqué psychiquement. Pierre Goldman, assassiné à Paris 5 ans avant Gérard Lebovici par un groupe d'extrême droite qui se fait appeler Honneur de la police, écrit dans une lettre du 17 juin 1971 adressée à Vladimir Rabi. Il y a une dette de sang qui ne sera jamais payée. Le simple fait que la plupart des gens peuvent savoir que le peuple juif a été assassiné et vivre normalement. Moi, quand je l'ai su, il m'a été éternellement impossible, absolument, de vivre normalement. J'ai été coupé pour toujours du plaisir d'exister. Suis-je fou ou suis-je juif ? Ce terrible drame d'enfance, Gérard Lebovici semble l'avoir refoulé pendant une grande partie de sa vie, jusqu'à ce que, après la contestation violente de mai 68, il se manifeste sous la forme d'une révolte radicale à travers sa maison d'édition Champs Libres. Cette démarche, qui fait étrangement écho aux paroles de Pierre Goldman, trouve une résonance particulière chez un écrivain qui, lui aussi, a perdu sa mère à Auschwitz, Georges Perec, de son vrai nom, Peretz. La guerre survint. Mon père s'engagea et mourut. Ma mère devint une veuve de guerre. Un jour, elle m'accompagne à la gare. C'était en 1942. C'était la gare de Lyon. Elle m'acheta un illustré qui devait être un charlot. Je l'aperçus, il me semble, agitant un mouchoir blanc sur le quai pendant que le train se mettait en route. J'allais à Villard-de-Lans avec la Croix-Rouge. Elle tenta, plus tard, me raconta-t-on, de passer la Loire. Le passeur se trouva être absent. Elle fut prise dans une rafle avec sa sœur, ma tante. Elle fut internée à Drancy le 23 janvier 1943, puis déportée le 11 février suivant en direction d'Auschwitz. Elle revit son pays natal avant de mourir. Elle mourut sans avoir compris. Ce deuil impossible de sa mère qu'il évoque dans W ou Le souvenir d'enfance traverse toute l'œuvre de Perec, que ce soit par des titres comme « Je me souviens » ou « La disparition » ou par son obsession des choses, des objets qu'on laisse après soi, de tout ce qui est de l'ordre d'une relique, d'une trace. Et dans son roman « La disparition », narration entre autres de chaotique filiation, Perec s'est abstenu d'utiliser la lettre E, la voyelle de son nom, écrivant ainsi une histoire sans E, sans E ou sans L, car le E est aussi en français la marque du féminin.
La mort aux doigts d'airain, la mort aux doigts gourds, la mort où va s'abîmant l'inscription, la mort qui a jamais garanti l'immaculation d'un album qu'un histrion un jour a cru pouvoir noircir. Le deuil traumatique, ça déchire quelque chose de la vie psychique. C'est-à-dire, c'est comme si le tissu psychique était déchiré. Donc, la tentative ensuite de l'endeuillé, ça va être probablement de trouver les bons points de suture, enfin la couture qui va permettre de recoudre un petit peu ce tissu déchiré. Mais le tissu, même avec la couture, sera toujours déchiré. Il y a d'ailleurs un rituel dans la religion juive, un rituel de deuil, qui parle justement de cette déchirure du tissu. Il y a au moment de l'annonce de la mort d'un parent, la nécessité de déchirer un tissu et de porter pendant 7 jours un vêtement déchiré. Et ensuite, il faut faire une couture pour annoncer que le deuil va être... que c'est la fin du deuil. Mais la couture restera visible. Et ce qui est intéressant, c'est autant la nécessité de coudre que de laisser visible la couture. Parce que c'est une cicatrice, pour dire ça comme ça, ou une déchirure, qui restera dans le tissu psychique, quoi. Chacun trouvera ses propres stratégies de couture. Maniant le verbe avec la force d'un théoricien révolutionnaire et l'argent avec l'élégance de Solal, Gérard Lebovici, qui, comme Pérec, portait en lui la trace indicible de la Shoah, a su mettre la révolte qui le consumait au service de son œuvre. Parti d'abord à la recherche des talents nouveaux, il se consacra, après mai 68, à la quête d'un monde passionnant à vivre, mais qui se faisait chaque jour plus lointain. C'est dans ce temps paradoxal où l'absurdité de l'existence donne à chaque moment sa plus belle intensité que Lebovici a su tracer une éclatante trajectoire sur laquelle, peut-être, l'écrivain Greil Marcus aurait le dernier mot. Le moment dans lequel le monde semble changer est un absolu. L'absolu du passage du temps, qui est fait de limites. Tous ceux qui aperçoivent le possible dans un moment fantomatique deviennent riches, même s'ils en deviennent d'autant plus pauvres et pour toujours. En 77-78, Gérard Lebovici a produit le 5e et dernier film de Guy Debord. Elle est devenue ingouvernable, cette terre gâtée où les nouvelles souffrances se déguisent sous le nom des anciens plaisirs et où les gens ont si peur. Ils tournent en rond dans la nuit et sont consumés par le feu. Ils se réveillent effarés et ils cherchent en tâtonnant la vie. Le bruit court que ceux qui l'expropriaient l'ont pour comble égaré. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Ah, le beau torpillage! Le 5 mars 1984, vers 17h, Gérard Lebovici se trouve à son bureau de la rue Kepler lorsque sa secrétaire lui passe une communication téléphonique. Son interlocuteur prétend appeler de la part de Sabrina Mesrine, la fille du gangster exécuté par la police en novembre 1979, et que Lebovici avait prise sous sa protection. Au téléphone, il dit à son mystérieux correspondant « Je suis prêt à continuer cette conversation avec vous ». Il raccroche, décommande un rendez-vous, prévient sa femme Floriana qu'il sera en retard pour le dîner. À 18h35, Gérard Lebovici prend le volant de sa Renault 30 grise. 9 minutes après, il entre dans le parking Foch.
On le découvrira 2 jours plus tard dans sa voiture garée au premier sous-sol, tué de 4 balles de 22 long rifle, tiré par derrière à bout touchant selon la méthode du tir à la volée ou en jeu de cartes, pratiqué par exemple dans le stand de tir de la police nationale situé au sous-sol de ce même parking. On retrouve dans la poche de Lebovici un petit papier sur lequel il a griffonné « François, rue Vernet, 18h45 ». Quand Gérard a été assassiné, j'étais chez lui, moi. Et Floriana nous dit Gérard a appelé, il va avoir un peu de retard. Alors, elle nous offre l'apéritif. Il n'y avait que Marie et moi. Hein. On n'était que. Elle nous offre l'apéritif. Et d'un seul coup, il y a le petit Nicolas qui vient, qui devait avoir, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Et qui vient, il dit. Et puis on parle, je dis, bon, tu fais toujours du violon, tout ça. Il me dit, oui, ça vous dirait que j'en joue? Et alors, il est allé chercher son violon. Et il nous a joué, je sais pas, un petit morceau de Mozart. Et c'était bien parce que c'était un petit ange. Il ressemblait à son père jeune. Et on a attendu, à 9h toujours pas de Gérard, à 10h toujours pas de Gérard. Elle a appelé l'avocat de Gérard, tout ça. Il dit, on a quelqu'un qui a disparu, on peut appeler nulle part, les hôpitaux vous diront rien, tout ça, sauf si effectivement... Et il n'y a pas eu de nouvelles de la soirée. Et je dis à Floriana, bon, on reste avec toi. Il dit non, il y a le téléphone, tout ça, rentrez. Et je suis revenu le lendemain matin à 9h. Il n'y avait toujours pas de Gérard et on l'a retrouvé que le surlendemain, je crois. Le surlendemain, et je suis surlendemain, même topo, j'arrive là-bas. Et il y a Jean-Louis Lévy qui me dit, dans l'escalier, on a retrouvé Gérard assassiné dans le parking Foch. Voilà. C'est terrible, hein, un assassinat, ça fait... Alors ma première réaction, ça a été parce que Truffaut était malade chez lui et sortait pour ainsi dire plus. Je dis je vais aller prévenir François parce qu'on était vraiment très très amis, hein, tous les trois. Je vais aller prévenir François parce que je voudrais pas qu'il apprenne ça brusquement par la télévision parce qu'il était déjà en train de, enfin il est mort très lentement, François. Et voilà, ma première réaction ça a été ça, mais après, parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est que la police m'a appelé une fois, puis question banale, et puis peut-être une deuxième fois, mais c'était vraiment pas très en profondeur. J'avais l'impression que, je sais pas, d'une enquête un peu bâclée, quoi. Mais c'est une impression. L'homme qui a appelé savait que le nom de Sabrina Mesrine lui servirait de sésame. Il savait donc que Lebovici avait pris sous sa protection la fille du gangster. Il est fort possible qu'il ait proposé au producteur un entretien avec l'ex-complice de Mesrine, François Besse, alors en cavale. Lebovici, intéressé par ce rendez-vous avec François Besse, aurait alors inscrit le prénom François sur son bloc, sachant qu'il devrait passer prendre son contact rue Vernet à 18h45. L'homme attend effectivement à l'endroit convenu. Lebovici le fait monter à côté de lui. L'homme a pu alors prétendre que François Besse, contraint de se cacher, les attendait au sous-sol du parking Foch. Parking dans lequel le producteur, claustrophobe, n'aurait jamais pensé à aller se garer de lui-même. Le trajet se déroule sans histoire. Lebovici prend un ticket de parking marqué 18h44. Est-il encore sans méfiance? Son interlocuteur le menace-t-il déjà d'une arme? Toujours est-il qu'il va se garer au premier sous-sol. Là, un second personnage monte à l'arrière de la voiture et exécute Lebovici de 4 balles dans la tête. À la PJ, on a beaucoup parlé, je suis restée plusieurs heures avec eux puisque je connaissais quand même bien, mais c'est à quel point on se rendait compte qu'il y avait une zone d'ombre totale, absolue. Rien ne pouvait laisser supposer cela et rien ne laissait présager qu'il avait des fréquentations aussi différentes. Enfin, on suppose, en tout cas. Quand même, dans le cinéma, c'est pas le genre de choses qui se passent. En tout cas, je ne crois pas. Donc, Gérard était quand même très, très, très complexe, très compliqué et secret à un point qu'on n'a pas supposé. Nous qui vivions vraiment quand même une grande partie de notre vie
côte à côte. Il m'avait envoyé le livre un livre qu'il avait publié de correspondance, qui m'avait vraiment fait un choc. Je m'en souviens très bien parce que j'étais en tournage à ce moment-là. Et ça m'avait fait un choc en me disant, je ne connais pas cet homme, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pour moi, vraiment, j'avais lu le livre et je m'étais dit, bon, je savais que c'était quelqu'un de passionné, mais je ne connaissais pas l'aspect violent de cette passion. Et c'est vrai que ça m'avait fait quelque chose de dérangeant quand même. Comme se dire, je ne connais pas cet homme, mais c'est quelqu'un avec qui je fonctionne quand même professionnellement depuis longtemps. Donc ça m'a vraiment fait un drôle d'effet. Il vivait dangereusement. C'est un homme de jeu, c'est un homme de femme, c'est un homme de l'ombre, c'est un homme des mystères. Il y a toujours... En même temps, c'est magique, c'était boulimique, parce que c'est une force de travail. Et en même temps, je dirais que c'était un travailleur sans effort. Parce qu'il avait une intelligence très vive qui mettait au service de son audace. Mais c'était surtout un joueur. Un joueur dans tous les sens du terme. On prend tous les risques et c'est pas tellement de gagner qui compte, comme tous les bons joueurs. C'est surtout de ne pas perdre. À part enfin, si vous voulez, le choc de sa mort, je trouve que malheureusement c'est une disparition aussi violente et extrême qu'il pouvait être, sauf que je trouve ça... Je sais pas, c'est comme tomber dans un grand trou noir. Enfin, c'est quelque chose, mais qui, hélas, lui ressemble un peu quand même. Sa mort est aussi mystérieuse que sa vie. C'est pour ça que Gérard sera une légende malgré lui. Ce crime met en émoi le monde du cinéma et bien sûr celui des médias. À cette occasion, trop heureux de prendre leur revanche sur le mépris qu'il avait souvent manifesté à leur égard, les journalistes, à défaut d'enquêter sérieusement, vont rivaliser de confusion mentale et de lyrisme de comptoir pour commenter ce meurtre. De nombreux articles mettent en particulier en cause Guy Debord. Celui-ci, dans ses considérations sur la mort de Gérard Lebovici, règle son compte à cette sordide campagne de presse. Ce siècle n'aime pas la vérité, la générosité, la grandeur. Il n'aimait donc pas Gérard Lebovici, qui attirait encore un peu plus l'envie haineuse par sa liberté d'esprit et sa culture. Il avait donc beaucoup d'ennemis. Puisqu'aussi longtemps que le monde renversé sera le monde réel, les plus rares qualités passeront pour les pires défauts. Entre tant d'ennemis, ceux qui avaient leur raison particulière de l'abattre ont pu spéculer sur l'abondance universelle de la concurrence, sachant que la forêt peut cacher un arbre. Ce n'est pas la peine de payer spécialement les gens. Il suffit de les avoir formés et de les connaître pour être sûr qu'ils s'empresseront d'aboyer joyeusement à la mort quand on tuera celui qui par sa seule existence leur fait honte. Ainsi, les journalistes se sont si bien identifiés aux assassins inconnus qu'ils se sont instantanément bousculés pour leur fournir leurs raisons, pour attribuer à la victime toutes les tares qui, d'une manière ou d'une autre, devaient suffire à pleinement justifier sa fin. Il m'a paru tragique dans la mort de Gérard, au-delà de cette mort elle-même, au-delà des conditions atroces dans lesquelles elle lui a été infligée, au-delà de cet assassinat sordide. Ce qui m'a paru tragique, c'est que le vrai Gérard Lebovici a été complètement méconnu. Les journaux à scandale s'en sont donnés à cœur joie, ont inventé plus ou moins 20 000 explications plausibles de cette mort qui toutes faisaient de lui un personnage à la fois sordide, matériel, très, très étranger à ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un être bon, intelligent, qui rêvait d'un autre monde. Enfin, un mélange à la fois de désespoir, parce qu'il ne croyait pas qu'il dépendait de quelques-uns dont lui d'avoir ce monde-là, et puis en même temps, il le souhaitait très fort.
De nombreuses hypothèses ont été avancées pour tenter d'expliquer la mort tragique de Gérard Lebovici. Aurait-il blanchi dans ses films l'argent de la mafia, des sommes très importantes qu'une suite d'échecs commerciaux ne lui aurait pas permis de rembourser? En rééditant et en préfaçant le livre de Jacques Messrine, Lebovici aurait-il provoqué la colère de quelques groupuscules clandestins de policiers d'extrême droite? Il est arrivé à Jacques Messrine que ses agissements ont conduit à devenir, pour les Français de notre époque, le parfait symbole de la liberté, et pour cela même, de se trouver être, en tant qu'auteur, et pour la première fois depuis que l'édition existe, celui à qui fut spécialement consacrée une loi, à effet rétroactif, confisquant à jamais ses droits d'auteur, du fait des crimes qu'on lui reprochait par ailleurs. Il est arrivé, parallèlement, à M. Jean-Claude Lattès d'être le premier éditeur dans l'histoire à reconnaître qu'un tel traitement pouvait être appliqué à l'un de ses auteurs. Jacques Messrine lui a fait savoir qu'il ne le considérait plus comme son éditeur. Lattès a alors annoncé publiquement qu'il retirait de la vente un livre que la police n'aimait pas. Mais plus tard, Messrine ayant été assassiné, il a republié le même livre. L'opposition des héritiers de Messrine l'a obligé à y renoncer. Le redoutable honneur d'éditer Jacques Messrine revenait donc aux éditions Champs Libres. Grand joueur de poker, Gérard Lebovici aurait-il, dans un banco fatal, misé un fol argent qu'il ne possédait pas? Aurait-il découvert qui se cachait derrière le piratage vidéo de certains films qu'il produisait, devenant ainsi une insupportable menace? Lebovici aurait-il entretenu avec le terrorisme d'extrême gauche des relations trop dangereuses? Toutes ces pistes ont été suivies par la police. Aucune n'a rien donné. Le 19 mars 1991, après 7 ans d'investigation, l'enquête est close, l'affaire Lebovici est classée. « 1968, la Révolution fait la fête en France. Le temps de quelques semaines. 1979, Pierre Goldman, révolutionnaire par idéal, gangster par nécessité, est tué par un groupe d'extrême droite, honneur de la police. 2 mois plus tard, Jacques Messrine, déclaré ennemi public numéro 1, est exécuté par la police. 1984, Gérard Lebovici, producteur de Belmondo, éditeur de Guy Debord, est assassiné par un tueur à gages. 1989, chute du mur de Berlin. Pour les gouvernements du monde entier, le terrorisme remplacera désormais avantageusement la guerre froide dans la rhétorique sécuritaire du maintien de l'ordre. « 1994, Guy Debord se suicide. Un de ses derniers textes laissait entendre que seule une catastrophe écologique pourrait encore provoquer un véritable changement du monde. Autant dire qu'il est trop tard et qu'au bout de ces impasses surgies au détour du labyrinthe des possibles, c'est encore la voix du vieux Freud qui se fait entendre quand il parlait du combat d'Eros et de Thanatos. L'instinct de mort triomphe. L'instinct de mort, c'est aussi le titre d'un des derniers livres que Gérard Lebovici a publié. Quel ami pour ses amis, pour ses gens et parents, quel seigneur, quel ennemi pour l'ennemi, quel chef pour les intrépides et constants, quel jugement pour les sages, pour les plaisants, quelle grâce, quel grand sens, bénin pour ses dépendants, mais pour les méchants hardis, quel lion. Gérard Lebovici a été assassiné le lundi 5 mars 1984 à l'âge de 52 ans au niveau 1 du parking Foch à Paris.